Alors bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du coup que je fais avec ma mère ici présente Gwenaëlle Percio qui est psychologue et que du coup j'invite sur cette formation pour nous parler des styles d'attachement. Du coup tu vas pouvoir nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à parler de ces sujets-là. Mhm. Mais surtout le but c'est de pouvoir vous donner des clés pour vous reconnaître dans ce que tu vas dire et du coup mettre de la conscience sur votre passé, sur votre enfance notamment et à quel point ça influence vos relations du présent actuel, que ce soit dans votre famille, que ce soit avec vos amis ou même dans votre couple. Et du coup, tu vas pouvoir donner des Mm. clés là-dessus. Je te laisse te présenter. Yes. Donc en effet, moi je m'intéresse depuis un bout de temps à l'attachement. En fait, personnellement, ça m'a aidé à mieux comprendre comment je fonctionnais, notamment dans mes relations de couple, aussi avec mes enfants, mais aussi même dans mon boulot, avec les gens avec qui j'avais des relations proches ou avec qui c'était pas facile émotionnellement. Mm. Et ça m'a permis de comprendre qu'on a tous un style d'attachement, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Et que ça, c'est en effet lié à l'enfance et à l'adolescence et que ça a encore parfois beaucoup d'impact, même des années, voire des décennies après, quoi. Donc, peut-être on peut commencer, Martin, par définir ce qu'est l'attachement. Effectivement. Et justement, je vais commencer directement par une question pour mettre les bases. Mais est-ce que c'est que nos parents qui définissent notre style d'attachement ou c'est vraiment tout l'environnement global Hmm. durant notre enfance? Non, les parents ont beaucoup d'influence, mais heureusement, il n'y a pas que les parents qui vont Mhm. influencer notre psychologie. Il y a aussi les amis, ce qu'on vit, Ok. par exemple, dans les amitiés déjà au collège, c'est important, lycée encore plus, et puis ensuite, évidemment aussi. Ce qu'on a vu aussi dans nos premiers couples, ça va impacter. Et ça peut être aussi pas que les parents dans la famille, ça peut être aussi une relation très forte avec un grand-père, une grand-mère, Mhm. bref. En fait, toutes les personnes qui comptent pour nous, elles sont touchées par ce qu'on appelle la question de l'attachement. Parce que l'attachement, Mhm. c'est le fait d'aller vers quelqu'un quand on va pas bien. Ça Ok. s'appelle un besoin d'attachement. Et on en a tous. L'humain, c'est vraiment un être qui a besoin des autres pour survivre. Être seul, en fait, même si de temps en temps on a besoin d'être seul, mais être vraiment isolé, de ne pas avoir d'amis, être célibataire depuis très longtemps, de ne pas avoir de gens avec qui on peut parler et dire qu'on va pas bien, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mhm. On peut mourir de solitude, entre guillemets. Donc on a besoin des autres, et c'est ça qu'on appelle les besoins d'attachement. Ok. Et c'est spécifique à l'humain ou c'est Euh, aussi les animaux aussi? c'est une bonne question. En fait, les premiers travaux de l'attachement ont été basés sur les animaux. Ok. On a d'abord observé que les mammifères, et nous sommes des mammifères en fait, ont besoin, notamment un jeune mammifère, il a besoin de ses parents, surtout la maman en fait, la Mhm. mère, la femelle, pour survivre à l'environnement. Donc en fait, en effet, quand on regarde l'attachement, c'est pas tant notre cerveau, ce qu'on pense là-bas, c'est vraiment notre corps, notre cœur aussi, nos tripes, qui font que on va pas pouvoir survivre tout seul. C'est vraiment inhérent à notre nature animale, tu vois. Et aussi à notre manière de gérer le stress, parce que étant donné qu'on est des animaux, donc on a des émotions, pour gérer les émotions, la meilleure manière de le faire, c'est d'être régulé par un autre. Le bébé, la meilleure manière pour lui de diminuer son stress, par exemple s'il a faim ou s'il a froid ou je ne sais quoi, c'est d'être pris dans les bras par sa mère, par son père. Donc ça commence très tôt en fait cette histoire Ok. d'attachement et ça va durer jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la mort. Du berceau jusqu'à la tombe, comme disait John Bowlby, le psychiatre qui est premier à parler de ça. Donc toute notre vie, on a besoin des autres pour survivre et puis aussi pour évoluer, parce que c'est aussi grâce aux autres qu'on va évoluer dans plein de choses, dans notre intelligence, dans notre capacité à comprendre le monde, dans notre capacité à se connaître. On se Mhm. connaît grâce aux autres. Les autres sont des reflets, en fait. Ok. Tu vois. Ouais. Et donc, les styles d'attachement, donc c'est important parce que ce qu'on a découvert, c'est que certes, tout le monde a un besoin d'attachement, mais on n'a pas tous la même manière de répondre à notre besoin d'attachement. Et on a défini 4 styles d'attachement, 4 façons de répondre à ce besoin d'attachement qui, pour le coup, est universel. Ok. Et avant que tu nous parles du premier style d'attachement qui est l'attachement sécure, est-ce que tu peux nous dire vers quelle période de notre vie justement qu'on se crée ce style Hmm. d'attachement? Est-ce que c'est dans les premiers mois de notre vie ou plutôt les premières années? Hmm. Est-ce qu'on sait un peu ça? Ouais, on sait même très bien. En Ouais. fait, le style d'attachement, il se construit dans les premières années, on va dire. Ok.
Et on commence vraiment à identifier le style d'attachement de quelqu'un. Un jeune enfant, déjà à 5-6 ans, on voit déjà des choses en fait. Mais par contre, ça va évoluer toute la vie, pardon. Jusqu'à la fin de sa vie, on peut changer. On peut par exemple avoir un attachement insécure, hein, je vais expliquer après ce que c'est. Donc c'est plutôt un attachement, comme son nom l'indique, difficile, quoi, avec un sentiment de méfiance, de peur, des choses compliquées. On peut avoir grandi avec ce type d'attachement et petit à petit en guérir. Hein. Et moi je dis guérir parce que parfois on peut se rendre malade en fait dans notre attachement insécure, vraiment malade d'anxiété par exemple. Et on peut évoluer vers la sécurité. Okay. Donc en fait ce que je vais vous expliquer, les 4 styles d'attachement, ce n'est pas des cases où on va y rester toute sa vie. Déjà, ce n'est pas des cases dans le sens que ce n'est pas imperméable, hein, les classifications que je vais te donner, c'est-à-dire qu'on peut être par exemple sécure évitant, sécure anxieux, c'est des dimensions plus que des cases. Et puis surtout, ça peut changer. Hein. Par exemple, quand je vais expliquer les styles d'attachement insécure, il y en a 3. On peut jusqu'à la fin de sa vie évoluer positivement. Au même titre que l'inverse est vrai. On peut avoir un attachement sécure quand on est enfant, adolescent. Puis si on vit un drame, genre, je sais pas, être dans un pays en guerre, vivre un accident très grave, perdre quelqu'un de très proche, on peut devenir insécure. Donc tout ça, c'est pas dans la pierre, quoi. Tu vois, ça évolue. Okay. Pour le meilleur, ça c'est quand on va de insécure à sécure, ou pour le pire, quand on va de sécure à insécure. Et ça arrive souvent justement de passer de le style d'attachement sécure à insécure 25% des cas. Il y a même il y a des études quantitatives qui montrent que dans les 3/4 des cas, donc 75%, tu gardes ton attachement sécure toute ta vie, ou insécure toute ta vie. Mais dans 25% des cas, ça change. Okay. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont insécures, parce que c'est pas pour toujours. Ils peuvent vraiment, un cas sur 4, hein, selon les statistiques, montre qu'on peut vraiment aller mieux en fait. Et c'est tout le travail du développement personnel. Parfois, il faut de la thérapie, dans le sens qu'il faut aller voir un professionnel. Et puis de la vie en général, de réussir des choses dans la vie, prendre confiance en soi, développer des relations sécures avec les autres, des amis qui sont des vrais amis, pas juste des amis réseaux sociaux, tu vois. Et puis réussir des choses dans sa vie pour récupérer de la confiance qu'on n'a pas toujours eue quand on était gamin, quoi. Ok. Bah, super, Gwen. Et bah, écoute, je te laisse parler d'abord de l'attachement sécure. 4 styles d'attachement, ouais. Ouais, tu peux déjà énumérer les 4, puis après commencer avec le sécure avant de parler des styles d'attachement insécure. Donc, il y a 4 styles d'attachement, voilà, traditionnellement. Il y a attachement sécure et puis 3 attachements insécures, hein, anxieux, évitant et désorganisé. Donc, l'attachement sécure, pour commencer, c'est le fait d'avoir globalement eu suffisamment de sécurité dans l'enfance et dans l'adolescence. Hein. Il y a pu y avoir des événements pas toujours simples, mais globalement rien de très grave. Et surtout des parents qui ont permis à l'enfant, puis à l'adolescent, de se sentir suffisamment à l'aise avec ses émotions, avec les mots aussi, avec la parole, pour dire quand il ne va pas bien, du coup demander de l'aide et recevoir de l'aide. Hein. Ça, c'est, quelque part, l'attachement sécure, c'est un peu comme les bonnes fondations d'une maison. Hein. Quand tu construis une maison, tu commences par des fondations. Tu fais couler du béton armé, c'est mieux. Et du coup, si plus tard il y a des tempêtes, des orages, je ne sais pas quoi, la maison, elle est bien construite. Donc ça va peut-être un peu abîmer la peinture extérieure, mais ça ne va pas effondrer la maison. Bah, l'attachement sécure, c'est pareil. Tu as des bonnes fondations qui font que plus tard, si par exemple tu as une rupture amoureuse ou une grosse déception de boulot, par exemple, bah, évidemment ça va te secouer, mais tu vas revenir rapidement à ton point d'équilibre. Comment ? En demandant et en recevant de l'aide. Hein, c'est le grand atout des gens qui ont un attachement sécure, c'est qu'ils sentent quand ils ne vont pas bien et ils vont aller vers quelqu'un. Ils ne vont pas rester seuls, on verra ça, c'est plutôt les évitants, et ils ne vont pas non plus envahir l'autre de demandes excessives de réassurance. Tu vois, il y a quelque chose qui est à la fois autonome, mais si c'est trop difficile, ils demandent de l'aide. Tu vois, il y a quelque chose qui est assez stable. C'est dans l'équilibre. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même, selon les statistiques, 1 personne sur 2. Hein, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Bon, moi, je pense que c'est un peu surestimé ce chiffre, mais qu'importe. Il y a quand même pas mal de gens qui sont sécures, hein, qui ont quand même grandi sur des bonnes bases, ou qui sont devenus sécures. Hein. Okay. Et là, tu parles des chiffres en France ou dans le monde ? International. C'est les mêmes chiffres partout dans le monde. Ça montre aussi que l'attachement, c'est vraiment quelque chose qui est universel parce que ça vient de notre nature animale. C'est pas lié à la culture. Okay.
Voilà, donc ça c'est l'attachement sécure. En gros, pour résumer, l'attachement sécure, c'est la confiance en soi, la confiance dans les autres et aussi la confiance dans le monde et dans l'avenir. En gros, il y a des belles choses à faire sur cette planète. Ce qu'on est, c'est cool. Et les autres, ils vont nous aider si ça va pas bien. Voilà, donc c'est plutôt une bonne base. Hein. Ok. Et puis après, tu as l'attachement insécure. Donc il y en a 3. Ça, globalement, c'est des gens qui n'ont pas eu ces fondations solides de la maison dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est très variable. Hein. Il y a des gens qui ont vécu vraiment des trucs très très difficiles, par exemple de la grande négligence, de la maltraitance, des abus, des drames, etc. Bon, plus on a vécu des choses difficiles, plus ça va être compliqué en effet de sécuriser son attachement. Donc plus on va avoir un attachement pour le coup insécure. Mais c'est pas toujours proportionnel à la sévérité de ce qu'on a vécu parce qu'il y a aussi le tempérament qui joue là-dedans. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont plus résilients naturellement que d'autres. Il y a des gens qui sont plus calmes, par exemple. Et être calme, c'est plutôt un atout dans la vie. Parce que ça permet de mieux surfer sur les soubresauts que sont les événements de l'existence, tu vois. Donc, il y a ce qu'on vit, et il y a nos parents, comment ils ont été avec nous, puis il y a aussi le tempérament. Tout ça, ça joue, tu vois. Ok. Et est-ce que être trop calme, ça peut amener à la dissociation et du coup... Oui, alors là, tu parles de dissociation, peut-être tout le monde ne comprend pas ce que Ouais. c'est, mais la dissociation, c'est la déconnexion, hein, de ne pas sentir ses émotions. Il y a peut-être ce qu'on appelle des faux calmes. Hein, un faux calme, c'est quelqu'un qui, en apparence, c'est plutôt les évitants, ça, hein, l'attachement évitant, qui, en apparence, on se dit, cette personne-là, tout lui glisse dessus, qu'est-ce qu'elle est calme, elle est tranquille. Bon, parfois, c'est trompeur, hein, parce que tu as des gens qui sont dans un masque, en fait, de genre rien ne me touche, mais c'est une forme de dissociation, de déconnexion, hein, et c'est pas normal de ne pas être touché si tu vis un truc grave, par exemple, tu vois. C'est pas normal de ne pas pleurer si, je sais pas, quelqu'un de proche décède, par exemple, tu vois. Et c'est là où il faudra se dire, mais en fait, c'est pas vraiment du calme, c'est plutôt de la dissociation, tu vois. Et puis après, tu as des gens qui sont vraiment calmes, au fond d'eux, plutôt sereins. Et globalement, ils surfent mieux sur les aléas de la vie. Mais s'ils vivent vraiment quelque chose de difficile, ils vont être quand même bousculés. Et c'est normal. C'est pas normal de ne pas être bousculé si tu vis un truc grave, tu vois. Alors du coup, ça me permet d'expliquer l'attachement évitant, pour commencer. Donc l'attachement évitant, c'est justement ces personnes qui vont éviter, comme son nom l'indique, les émotions. Leurs émotions et les émotions des autres. Pourquoi ? Parce que souvent, eux, ils ont vécu dans des atmosphères familiales où les émotions, c'était inconnu, voire interdit. En gros, moi j'appelle ça des familles de désert affectif, hein, où on vit ensemble, on mange ensemble, on dort sous le même toit, parfois on échange 2-3 nouvelles, mais ça reste très de surface. Mais le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent, par exemple, je sais pas, un gamin qui rentre au collège, par exemple, c'est stressant. Il faut s'intéresser à ce qu'il vit. Tu as des familles qui vont... C'est comme si c'était un non-événement, tu vois, ou la première rupture amoureuse quand tu as 15 ans, c'est la fin du monde. Et si tu n'as pas des parents pour s'intéresser un peu à ça, et que tu vis ça plein de fois, une forme de désintérêt, enfin ce que tu interprètes comme un désintérêt, parce que c'est peut-être pas volontaire de la part des parents, c'est juste qu'ils savent pas faire. Parce que leurs propres parents, ils n'ont pas su faire. Hein. Souvent, c'est transgénérationnel, tu vois. Et du coup, le gamin, à la fin, hein, qui vit dans un désert un peu affectif comme ça pendant longtemps, eh bien, il ne s'est pas connecté avec ses propres émotions. Et s'il en a, parce qu'il va en avoir de forcément, il va avoir peur de ça. Donc il va couper, hein, c'est ce que tu appelais la dissociation. Ok. Et ça, est-ce que l'enfant, justement, il ressent un sentiment d'abandon vis-à-vis de ses parents? Oui, plus ou moins inconscient en fait. Ok. Parfois c'est inconscient. Parfois en fait, si c'est toute ton enfance qu'on ne s'est pas trop occupé de toi affectivement, tu as un peu grandi toujours comme ça, donc tu n'as même pas conscience que c'est pas normal. Tu vas t'en rendre compte typiquement à l'adolescence quand tu vas chez les familles de tes potes et que tu te rends compte que dans cette famille, c'est marrant, ils parlent à table, plus que de la pluie et du beau temps. Mon pote, il vient à un événement difficile, sa mère, elle l'a emmené chez un psy, par exemple. Et là, tu te dis, en fait, la manière dont je vis chez moi, c'est pas tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, ça commence à être conscient. Ok. Et c'est typiquement, ça arrive adolescent, c'est surtout jeune adulte. Quand tu commences à entendre d'autres récits de vie, à être immergé dans d'autres manières de vivre aussi, et tu te rends compte que la manière où tu as grandi, c'était peut-être pas la plus sécure, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué un peu de conscientiser justement ce style d'attachement Oui. insécure quand on est à l'intérieur Oui, de exactement. ce style.
c'est ça. de cet environnement. C'est pour ça que c'est bien d'en parler, toi, c'est bien que tu fasses cette vidéo avec moi, pour que ceux qui nous écoutent, ils se rendent compte en fait. Ils commencent à être curieux de ça et de se dire, mais ah ok, donc en fait quand ma copine, elle me dit qu'elle est frustrée parce que je lui dis jamais que je l'aime, bah, peut-être que c'est elle qui a raison en fait, que c'est peut-être pas normal que j'arrive pas à lui dire mes sentiments, ou que c'est peut-être pas normal que dès que j'ai un problème, je le gère tout seul, ça c'est l'attachement évitant plus, que s'il y a un truc grave qui arrive, je crois que je vais y arriver seule, j'en parle pas, je demande pas d'aide, et je refoule, tu vois, le truc au fond de moi. Ouais, et en même temps, c'est compliqué aussi d'accepter qu'on peut avoir cette part un peu insécure à l'intérieur de nous, vu qu'il faudrait admettre d'avoir, entre guillemets, des défauts, Oui, en tout cas d'avoir des axes d'amélioration, oui, et que justement, on doit travailler sur nous-mêmes. oui. Je pense que c'est... Oui, c'est sûr, c'est inconfortable de se rendre compte qu'il y a des trucs chez nous qui vont pas bien. Et en même temps, si on veut avancer, il faut bien les voir. Bien sûr. Si tu veux aller à B, il faut savoir que tu es à A. Hein, donc si tu veux aller par exemple vers la sécurité, parce que la sécurité, j'ai commencé par dire, c'est la confiance. C'est quand même vachement bien d'avoir confiance en soi, dans les autres et dans le monde, non? Bien sûr. Donc pour aller vers B, hein, le point B quand tu es à A, qui est aller vers la sécurité, toi tu es encore dans la sécurité, il faut encore que tu saches où tu habites. Et habiter la planète ou l'île de l'évitement, par exemple, c'est vachement important. Et les évitants, en effet, souvent, ils ne s'en rendent pas compte. C'est tardivement qu'ils se rendent compte parce que, bah voilà, dans le couple, ça a été compliqué, ou au boulot aussi, on leur dit qu'ils sont froids, ou tu vois, et ils vont se rendre compte, mais en fait, il y a quoi qui cloche chez moi? Ok. Ouais, parce que là, ce que tu me dis, c'est que pour les évitants, la zone inconfortable, c'est les autres. Oui, Et du coup, le confort se retrouve dans la solitude. oui, enfin, le confort, la protection. Ouais, la protection. C'est Ok. ça. Donc les évitants, ils ont peur de leurs propres émotions parce qu'on ne leur a pas appris à les gérer. Et du coup, ils ont peur aussi des émotions des autres. Et typiquement, dans le couple, c'est là où ça va être très fort. Parce que dans un couple, il y a des émotions. Hein. Au début, c'est love, normal, on est shooté aux hormones. Puis après, on commence un peu à s'accrocher sur des petits trucs, il y a des reproches, enfin, normal, quoi. Bah, pour l'évitant, c'est là où ça va commencer à être compliqué. Parce que souvent, l'autre, surtout s'il est anxieux, hein, qui est l'attachement opposé, il va commencer à demander, en fait, demander de l'affection, demander du temps ensemble, demander à parler. Et pour l'évitant, tout ça, c'est difficile pour lui. Donc, il y a des premières tensions qui arrivent, et puis les émotions de l'autre, par exemple la colère ou la frustration, en disant tu me dis jamais que tu m'aimes, moi j'ai l'impression que tu t'en fous de moi, et puis l'autre s'énerve. Pour un évitant, ça c'est inconfortable, tu vois. Il va plutôt avoir envie de minimiser, de dire ah ça va, ne prends pas la tête, c'est pas grave, tout va bien, pourquoi tu te plains? Ça c'est l'évitement, tu vois. Ok. Voilà. Bah, super. Merci beaucoup pour en tout cas ce premier style d'attachement qui est Insécure, donc évitant. ouais. L'évitement. Et Attachement anxieux maintenant? ouais. Ouais. Justement, tu as commencé à en parler, c'est un peu l'inverse, donc je te Oui. laisse un peu développer quels sont les signes de l'attachement anxieux. Anxieux. Donc anxieux, c'est l'autre polarité. Donc en gros, en effet, c'est un peu l'inverse. C'est des personnes qui ont vécu, eux, de l'insécurité, mais c'est une autre forme d'insécurité que les évitants. Souvent, c'est des familles où il y avait beaucoup d'anxiété, de manière générale, des changements, de l'instabilité, ou des parents, tu vois, un peu intrusifs, trop protecteurs. Et tout ça, ça a créé en fait une forme d'instabilité émotionnelle chez l'anxieux qui est jamais sûr de lui et jamais sûr des autres. Hein. Il est anxieux. Okay. Mais il est anxieux surtout de l'attachement, c'est-à-dire que ce qui tourne dans le cerveau d'un anxieux, c'est est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on ne va pas me quitter? Est-ce que je suis capable? J'y arriverai pas. Je ne suis pas à la hauteur. Donc toi, ce qui domine, en fait, c'est beaucoup le doute sur soi, sur les autres et puis aussi sur l'avenir. Hein. Et eux, pour se rassurer, les anxieux, on a vu que les évitants, eux, pour se rassurer, ils s'isolent, hein, ils font un peu shutdown, tu vois. Les anxieux, eux, pour se rassurer, à l'inverse, ils vont aller agripper les autres. Ils vont chercher la réassurance, la présence de l'autre, qu'on leur dise qu'on les aime, par exemple, qu'on parle avec eux pendant des heures pour les rassurer, qu'on les prenne dans les bras. La sexualité, par exemple, c'est impacté, hein, parce que l'anxieux, il a besoin de sentir que l'autre est là et qu'on ne va pas l'abandonner. L'anxieux, il a peur de l'abandon, en fait, et de la solitude, plus. Parce qu'il a souvent vécu des moments, quand il était petit, où il s'est cru abandonné, où c'était pas assez sécure, tu vois.
Et lui, sa manière, c'est vraiment floup, un peu velcro. Alors que l'évitant, c'est le téflon. Le revêtement des poils téflon, c'est que ça n'accroche pas. Les évitants, c'est l'attachement téflon, c'est-à-dire que ça leur passe au-dessus en apparence. Anxieux, c'est fou, ça s'agrippe. Et donc, eux aussi, ils manquent de confiance en eux beaucoup. Les évitants aussi, ils manquent de confiance en eux. Ça ne se voit pas, mais c'est pareil, tu vois. Donc, dans les deux cas, il y a de l'insécurité. Mais c'est des manières différentes de faire avec l'insécurité. L'évitant, il se démerde tout seul. L'anxieux, il s'agrippe aux autres. Ok, du coup là, à l'inverse de l'attachement évitant, la zone de confort c'est plutôt, ou de protection en fait. De protection. La protection c'est être avec les autres et du Oui. coup l'inconfort c'est être seul. Exactement, la fusion. Donc Ok. ça va être très vrai dans le couple, mais c'est vrai dans l'amitié aussi. Hmm. Par exemple, quelqu'un qui est anxieux, si son meilleur ami à un moment se distancie pour plein de raisons, parce que par exemple il a trouvé une petite copine et du coup il est moins présent, ça pour un anxieux c'est super difficile. Parce qu'il a du mal à se gérer seul, l'anxieux. Ok, et du coup pour les autres c'est vécu comme une sorte d'oppression? Oui, ça peut être Ouais. étouffant en fait. Ok. Ouais. Et du coup tout à l'heure tu parlais justement de si un anxieux venait poser plein de questions à quelqu'un qui a plutôt un style d'attachement évitant, et ben ça peut repousser l'évitant. Oui. Comment ça se passe là justement dans Oui. un couple par exemple anxieux évitant? C'est ça. Donc un couple, que ce soit un couple amoureux, mais un couple amical, c'est pareil. La combinaison anxio-évitante, elle est vachement intéressante parce que en fait, c'est deux opposés. Donc c'est un peu comme les aimants. On sait bien que les aimants, les pôles opposés des aimants, ils s'attirent. Donc en fait, on est finalement souvent avec des gens qui ont l'autre polarité que nous. Donc un anxieux, il va être souvent en couple avec un évitant et inversement. Pourquoi? Parce que quelque part, chez l'autre, il y a ce qu'on n'a pas. Pour l'évitant, chez l'anxieux, il y a quand même une connexion émotionnelle que lui, il n'a pas. L'émotion, l'anxieux, il a des émotions, mais il en a même trop. Il est débordé par l'angoisse, la colère, etc. Mais l'évitant, lui, il en manque. Donc, quelque part, inconsciemment, il est attiré par ça. Et l'anxieux, inconsciemment, il est attiré par l'évitant qui semble tellement calme, tranquille, qui gère. Bon, on sait bien que dans le fond, c'est pas vrai. Donc, l'anxieux, il va être attiré par cette capacité a priori de l'évitant. Et puis aussi parce qu'on évolue toujours le mieux dans la vie par le contraste. Si tu es avec quelqu'un qui te ressemble, tu ne vas pas beaucoup avancer dans la vie. On dit souvent que les opposés s'attirent, mais c'est vrai. Et c'est, selon moi, pour une évolution de notre conscience et du coup même de notre âme derrière. Bref. Donc la combinaison anxieux-évitant, elle est assez rock'n'roll. Parce que comme tu l'as dit, l'un appuie sur la blessure de l'autre. C'est-à-dire que l'anxieux, souvent ça commence plutôt par l'anxieux. Imaginons, il y a une tension de couple. On se voit moins parce que, je sais pas, il y a d'autres choses à faire, du boulot, je sais pas quoi. L'anxieux, il va le vivre comme un abandon. Donc il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il va aller envahir l'autre de plaintes, de réclamations, même de revendications des fois, en disant « il faut qu'on se voit, viens me voir ce soir, Ou alors il va blablater beaucoup. L'évitant, ça c'est terrible pour lui, parce que ça l'étouffe complet, et il a l'impression qu'on va le dévorer. Lui, il a besoin de distance. Donc du coup, il s'éloigne, et l'anxieux, du coup, il avance. J'espère qu'on voit avec la caméra. En fait, l'un avance, l'autre recule, etc. Et c'est là où, en fait, on ne se comprend pas. Et il faut parler. Et l'autre sens, c'est vrai aussi. L'évitant, il peut être vraiment débordé par ses émotions de l'anxieux, et du coup, ça peut être lui qui prend la fuite. Et s'il prend la fuite, l'anxieux le suit, quoi. Okay. Donc c'est assez rock'n'roll dans le quotidien. Et comment justement tu pourrais rassurer la part anxieuse de quelqu'un ou alors la part évitante de quelqu'un, oui. Si on vit justement avec... En fait, déjà, il faut se comprendre. Ouais. Il faut comprendre comment on fonctionne nous et puis comment on fonctionne l'autre. Si on est ensemble depuis un certain temps et qu'on connaît tout ça, peut-être qu'on va s'identifier en disant « Putain, mais en fait, moi, je suis évitant et puis elle est anxieuse. » Donc, on va s'en parler. Déjà, il faut en parler dans un couple. Dire « Tiens, tu sais, j'ai écouté une émission... une vidéo, c'était vachement intéressant, tiens, regarde. » Et puis quand les deux ont l'info, on va vachement mieux avancer. Okay. Parce que la prochaine fois qu'il y a une tension, plutôt que de s'envoyer des trucs à la figure, des reproches, en disant « tu m'étouffes, t'es pas là », en gros,
Et de se dire, c'est plutôt, moi, tu sais, quand on ne s'est pas parlé depuis 3 jours, moi, ça m'angoisse. Ça, c'est l'anxieux. Puis l'évitant, il dira, tu sais, moi, quand tu m'envoies 10 SMS parce que je ne t'ai pas répondu, ça m'étouffe. On dit les choses en essayant de prendre sa part, de ne pas plaquer sur l'autre des jugements, hein, genre tu demandes trop, t'es pas assez là, ce qu'on appelle les tu qui tuent, et dire moi, quand j'ai pas de réponse de toi, je sais que c'est irrationnel, mais j'ai peur. Hein. Quand tu m'envoies 10 SMS, je sais que c'est too much ma réaction, mais moi j'ai envie de me casser. Tu vois ? On prend sa part. Et alors ça va pas tout résoudre, hein, mais ça va déjà éviter de monter en escalade, hein, de faire ce truc infernal de tout à l'heure. Et puis après, il faut s'occuper des origines, c'est-à-dire d'où ça vient, d'une enfance, d'une adolescence, souvent des parents, mais pas que. C'est là où parfois il faut aller en thérapie quand même. Et puis essayer de mettre un peu de la conscience là-dessus, tu vois, pour être moins le jouet dans le présent de notre passé. Ok, ouais, le premier pas, c'est de conscientiser d'abord notre style d'attachement, puis celui de l'autre, pour être compréhensif un peu. Ouais, mettre un peu de la conscience sur des trucs qui sont parfois juste des réflexes de défense, quoi, anxieuse ou évitante, tu vois. Okay. Et puis il faut qu'on parle d'attachement désorganisé. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le 4e style ou 3e style insécure. Donc ça, c'est un mix des deux. C'est plus rare. C'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué, parce que ça, c'est des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus graves. Donc ça, c'est toujours des traumas de négligence, de maltraitance, des deuils, des choses qui ont vraiment impacté tellement le psychisme de l'enfant qu'il a eu du mal, et il a encore du mal à s'organiser psychiquement sur un versant ou sur un autre. Donc il est un peu le mix des deux. Donc parfois il est très évitant, parfois il est très anxieux, mais de manière forte, hein, parce qu'on peut être quand même un peu évitant et un peu anxieux sans être désorganisé. Les gens qui sont désorganisés, c'est que ça varie quand même fort, mais même dans une même journée. Hein. Par exemple, je peux commencer ma journée en étant super angoissée parce que je ne sais quoi dans ma relation de couple, et puis 2 heures après, être sur un mode complètement évitant, parce que de toute manière, j'y crois plus, ce gars, il va être comme les autres, et hop, finalement, je vais le quitter, tu vois. Et ça, d'une heure à l'autre, presque, la personne, elle passe d'un extrême à l'autre. Genre, vite, 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 il faut que tu viennes. Ah, dégage, je veux plus te voir dans ma vie. Ça, quand c'est très radical comme ça, tu vois, poum poum, on appelle ça l'attachement désorganisé. Ça, c'est en lien donc avec des traumas graves, des carences graves, qui ont fait qu'il y a quelque chose qui est très instable. Et ça fait un fonctionnement pour les personnes qui vivent avec des personnes désorganisées qui est difficile, parce qu'on ne sait jamais comment ils vont être. Ces gens qu'on dit aussi très changeants, quoi, tu vois. C'est une forme de bipolarité? Non, la bipolarité, c'est encore autre chose. Hein, c'est une maladie mentale, c'est comme un trouble borderline, c'est encore autre chose. Là, l'attachement désorganisé, ce n'est pas une maladie. C'est juste une manière d'être qui est difficile, très rock'n'roll, qui peut en effet entraîner des maladies mentales, mais ce n'est pas un facteur causal, c'est plutôt un facteur de risque. D'accord. C'est une façon d'être. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que l'attachement désorganisé, à un moment, il va s'organiser quand même, il va se calmer, notamment avec l'âge. Hein, passé 25-30 ans, quand même, il y a beaucoup de gens avec un attachement désorganisé qui vont s'organiser soit sur un mode plutôt évitant, ou plutôt anxieux. Ok, mais pas du coup vers le mode sécure. Et puis après, vers le mode sécure, c'est ce qu'on leur souhaite. Ouais, mais ça va être plus progressif, parce qu'il y a plus de boulot. Oui. Ouais, okay. Puis là, il faut de la thérapie, c'est sûr. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne peut pas forcément passer d'un style d'attachement désorganisé à sécure comme ça, impossible. Comme ça, ouais. Impossible. Okay. Et de toute manière, le travail sur soi, c'est toujours progressif. Il n'y a rien qui soit magique, aucune thérapie n'est magique, aucun outil de développement personnel n'est magique. C'est un chemin, tout ça. Tu vois, et puis il y a des hauts et des bas. Hein. Parfois, tu vas mieux, tu sens que tu es moins anxieux, moins évitant. Puis il t'arrive une grosse tuile dans ta vie et pouf, tu rebascules, mais moins bas qu'avant, puis tu réavances. Hein. La courbe de développement personnel, pour moi, elle est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une courbe de tendance qui fait qu'on va de mieux en mieux, mais si on regarde de près, il y a des hauts et des bas, quoi. C'est la vie. Ouais, bien sûr. Et même question qu'avant, comment justement rassurer les parts désorganisées de quelqu'un? Si par exemple on a quelqu'un de désorganisé dans notre entourage, ou même si nous-mêmes on se reconnaît dans ce style d'attachement désorganisé, comment se rassurer ou rassurer l'autre? Alors, se rassurer soi-même, déjà, moi je pense qu'il faut se faire aider. Parce que si on se reconnaît dans cette modalité très changeante, très volcanique, souvent aussi ce que je n'ai pas dit, c'est que
personnes avec un attachement désorganisé, ils font beaucoup de crises, crises d'angoisse, beaucoup, crises de colère, passage à l'acte. Souvent, c'est des gens qui ont des addictions de tout type. Ça peut être les substances, les comportements, le sexe, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même bien abîmé, tu vois. Donc, souvent, il faut une aide professionnelle, vraiment, à nouveau, un thérapeute. Tout le monde n'a pas besoin d'aller en thérapie, mais quand on a un attachement désorganisé, moi, je pense que quand même. Et puis, pour rassurer l'autre qui a un attachement désorganisé, on ne va pas y arriver. Ouais. Il faut surtout arriver à comprendre que la personne, elle a été traumatisée, qu'elle a quelque part des bonnes raisons, entre guillemets, d'être un peu, tu vois, dans tous les sens des fois. Donc on ne va pas en rajouter en lui disant t'es folle ou t'es trop bizarre ou qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête. Ça serait encore pire, la personne elle culpabiliserait encore plus. Mais plutôt lui dire, tu sais, je pense que ta manière de réagir, des fois, elle est quand même hyper intense. Et quand c'est des gens proches, on sait un peu ce qu'ils ont vécu quand même. Et peut-être c'est lié, tu sais, ce que tu m'as raconté, ton enfance, tes parents, c'est pas rien. Peut-être ça serait bien un jour que tu vois un psy. C'est ça qu'on peut faire avec quelqu'un qu'on sent un peu désorganisé. L'accompagner à avoir un professionnel. Ouais, c'est ça. Et puis, être auprès de cette personne. Par exemple, si c'est un ami proche, on est auprès de lui, tu vois. Mais être ami, c'est pas être thérapeute. Il y a des endroits où on peut pas aller, quoi. Il faut des aides professionnelles, tu vois. Et du coup, à quel moment notre écoute a atteint une limite, justement pour pas basculer dans le fait de devenir le psychologue de son pote ou de son compagnon? Ça, moi, je pense qu'il faut le sentir. Quand tu vois que là, en tant qu'ami, t'es dépassé, puis que ça t'envahit trop, puis qu'à un moment, c'est too much pour toi, là, tu te dis, mais là, je suis quoi? Je suis son pote ou je suis son psy? Là, ça va pas, quoi. Tu le sens, je pense. Faut se sentir respecté dans la relation. Ouais, c'est ça. À un moment, une relation d'amitié et de couple, c'est évidemment vrai encore plus même, ça doit être quelque chose qui est réciproque, où on s'apporte l'un l'autre. Alors qu'une relation patient-thérapeute, c'est pas réciproque. Il y a un thérapeute qui est un pro, qui est payé pour ça, qui s'occupe de quelqu'un qui va pas bien. L'amitié, c'est pas ça. L'amitié, c'est une réciprocité. À des moments, on est plus aidant de l'autre, mais à un moment, ça va se renverser, et puis c'est l'autre qui va nous aider, quoi, tu vois. Super. Merci pour ces explications sur les 4 styles d'attachement. Maintenant, j'aimerais bien que tu donnes quel est le premier pas à faire justement pour commencer à connaître son style d'attachement et puis du coup mettre des actions en place en fonction de notre style. Est-ce que tu aurais un conseil à donner J'en aurais plein, mais bon, Ouais. on va faire court. Déjà, je vais quand même faire de la pub pour mes bouquins. C'est que moi, Oui, j'ai bien écrit sûr. plusieurs bouquins là-dessus, notamment un qui est illustré avec plein d'images, plein de situations, notamment de couple et tout. Ça s'appelle Les liens d'attachement 100% illustrés. Donc ça, là-dedans, j'explique quand même beaucoup de choses et puis je donne un peu des... Pas des tips, parce que c'est pas des trucs et astuces pour garder son attachement sécure, mais quand même des voies, en fait, des grandes lignes à suivre. Mais ce que j'ai envie de dire de manière générale, le plus important, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est mettre à la conscience ce qui est inconscient. Pour un évitant, un anxieux, un désorganisé, de se rendre compte que notre manière d'être, elle vient d'une histoire, elle impacte notre présent, et qu'on peut la changer. On peut évoluer vers la sécurité, quel que soit l'endroit d'où on vient, même des personnes très désorganisées, c'est une super nouvelle. Donc c'est pour ça qu'à nouveau, on fait cette vidéo. Ça, pour moi, c'est la première chose. Quand il y a des problèmes de couple, il faut s'en parler. Et utiliser l'attachement, ça peut aider, tu vois. Et puis, quand ça ne suffit pas, il faut se faire aider. Vraiment. Merci Gwenaëlle, merci maman. Je pense qu'on a fait le tour de un peu ces styles d'attachement. Donc si vous vous reconnaissez dans un de ces 4 styles, n'hésitez pas à nous en parler à moi ou Eulalie. Et ce sera avec grand plaisir de pouvoir faire un travail là-dessus aussi. Et encore une fois, je conseille d'aller aussi lire les livres de ma mère, que j'ai lu aussi personnellement. Celui illustré, il est très bien. Je trouve qu'on comprend facilement et c'est assez agréable à lire. Donc c'est cool. Et peut-être, Martin, on peut rajouter que j'ai aussi fait plein de podcasts pour ceux qui n'aiment pas lire, parce que tout le monde n'aime pas lire. Il suffit de taper mon nom, Gwenaëlle Perciot, tu mettras mon nom dans les liens. Et j'en ai fait vraiment beaucoup, donc on peut retrouver facilement aussi ça de manière orale, d'écouter ça, parfois ça passe mieux, quoi. Ouais, totalement.
Si c'est un sujet qui vous intéresse, et je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens de mettre de la Mm. conscience sur ces relations, bah, n'hésitez pas à nous envoyer. Je pourrais vous partager plein de podcasts que tu as fait, notamment avec Métamorphose, tout ça, Oui. qui permet d'aller plus en profondeur, même sur ta vie. Mm. Ça peut intéresser quelques Oui. personnes. Là, tu es en train d'écrire ta biographie d'ailleurs. Oui. Et puis voilà. Bah, merci beaucoup, maman. Merci Martin. Et puis on se dit à la prochaine.